premiers à être informés. Magloire Radio et Télévision, au cœur de l'actualité. Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bienvenue à vous à ce 19 Info. Merci de nous suivre en direct de Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Au sommaire de ce journal, la table ronde nationale sur l'entrepreneuriat se tient depuis ce mardi 18 novembre à Kinshasa. Ces travaux qui iront au 20 novembre ont été lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a reconnu les défis majeurs qui sont à relever dans ce secteur par les jeunes Congolais pétris de potentialités. Un élément à découvrir dans ce journal. De son côté, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a été devant les élus nationaux le mardi 18 novembre pour présenter et défendre le projet du budget exercice 2026, un budget constructif basé sur les priorités sécuritaires et sociales du pays selon elle. Au sommaire encore, arrivé à Isiro dans le Haut-Ouélé, le vice-premier ministre de l'Intérieur a poursuivi avec la sensibilisation et la vulgarisation des textes légaux relatifs à la nouvelle gouvernance sécuritaire. Nous en parlerons au cours de ce journal. Et enfin, un atelier sur la restitution d'études du protocole de suivi et remédiation du travail des enfants dans les mines a été organisé par l'Organisation internationale de travail. Plusieurs recommandations ont découlé de cette rencontre avec d'autres partenaires. Voilà l'ossature de votre journal. Messieurs et dames, bienvenue. Et comme d'habitude, le sport, l'actualité internationale ainsi que l'invité du journal seront également des rubriques à découvrir tout au long de ces 19 infos. Mais tout d'abord, le président de la RDC a accordé une audience ce mardi 18 novembre 2025 à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Ensemble, ils ont échangé sur les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo. Les détails. À la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a accordé une audience le mardi 18 novembre 2025 à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Zhuang Xiang, sur les différents processus de paix en cours en RDC. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dit espérer avoir des progrès plus substantiels et plus tangibles. À lui de rajouter que les Nations Unies, par différents moyens, accompagne et appuie pleinement le pays de la région, tous ses efforts de paix, qu'ils soient africains ou externes. L'objectif, c'est de parvenir rapidement à la fin de chaque crise. Profitant de l'occasion, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a félicité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite du 9e sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac qui s'est tenue le 15 novembre 2025 à Kinshasa. Nous restons à la présidence de la République. Le mardi 18 novembre 2025, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Dans son discours, le chef de l'État a reconnu les défis dont font face les jeunes Congolais pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, malgré les multiples potentiels qu'on retrouve dans les jeunes Congolais. Je vous prie de suivre ici un extrait du discours du chef de l'État, extrait choisi par le roi Mwamba.
Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunité, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. La jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Ça sera d'ailleurs le sujet que la rédaction de Magloire Radio-Télévision a abordé avec un jeune entrepreneur de Lubumbashi que vous allez suivre tout au long de ce journal. Et puis la première ministre Judith Suminwa a reçu le mardi 18 novembre 2025 la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par son directeur du bureau régional Abdouraouf Ngo Nyokonde. Au cœur des discussions, l'accueil de près de 510 000 réfugiés pour la République démocratique du Congo. Commentaire Grégoire Kazuba. 18 novembre 2025, la première ministre Judith Suminwa a reçu les directeurs régionaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, Abdouraouf Nyankonde, pour faire le point sur la situation des réfugiés et déplacés en République démocratique du Congo. Au terme de la rencontre entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par Abdouraouf Nyankonde, ce dernier a annoncé que la République démocratique du Congo accueille près de 510 000 réfugiés, principalement en provenance du Rwanda, mais y compris d'autres pays d'Afrique centrale. Abdouraouf Nyankonde a ajouté qu'1,2 million de réfugiés congolais ont été recensés et environ 83 000 au Rwanda et plus de 600 000 en Ouganda. Par la même occasion, la première ministre Judith Suminwa a exhorté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à renforcer son impact sur le terrain et à accélérer les actions en faveur du retour et de réintégration des populations, a-t-elle précisé. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a présenté le mardi 18 novembre 2025 le projet de budget pour l'année 2026. Nous sommes à la Chambre basse du Parlement où le chef du gouvernement reconnaît dans son intervention que ce budget est constructif, basé sur des priorités sanitaires et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Les budgets 2026 s'élèvent à 59,21 milliards de francs congolais, soit une hausse de 16% par rapport à celui de 2025. Je vous prie de suivre ici la chef du gouvernement dans cet extrait choisi pour vous par le roi Mwamba. Pour 2026, le gouvernement envisage dans son projet de loi de finances de porter ses recettes à 34 835 milliards de francs congolais. Elles devraient être en hausse d'environ 15% et 13% respectivement en 2027 et 2028. Sans préjudice des modifications devant intervenir à la suite de l'évolution du cadre macroéconomique, tel que je viens de le spécifier, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 comporte un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 59 021 milliards de francs congolais. Ce niveau traduit une progression notable de 16% par rapport au budget rectificatif de 2025, chiffré de francs congolais. Comme vous vous en êtes rendu compte, ce budget, arrimé à la vision du chef de l'État, au plan national stratégique de développement et au programme d'action du gouvernement, traduit notre volonté de consolider les acquis et d'accélérer la relance économique.
Avec les turbulences des années 2024-2025, nous avons engagé des mesures fortes pour stabiliser le franc congolais, contenir l'inflation et protéger le pouvoir d'achat. Le projet de loi de finances de l'exercice 2026 poursuit cet effort. Il consacre une part importante de ces crédits au secteur prioritaire, sécurité et défense, infrastructures et investissements productifs, éducation, santé, agriculture et industrie, ainsi que la protection sociale. En adoptant ce projet, vous donnerez à l'État les moyens de transformer la croissance en emploi, en services publics de qualité et en prospérité partagée. Je vous invite, honorables députés, dignes élus du peuple, à lui réserver une issue favorable pour le bien-être de la population congolaise, où qu'elle se trouve, pour le bien-être de vos électeurs. Autre chose, comme nous l'avions annoncé dans le sommaire, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, est arrivé à Isiro dans le Haut-Ouélé pour la poursuite de la sensibilisation et aussi lancé par la même occasion la vulgarisation des textes légaux relatifs à la nouvelle gouvernance sécuritaire. Il a également échangé avec les autorités provinciales sur les questions sécuritaires et celles des développements. Suivez. Nakosenga bino merci mingi ndenge boyambi biso malamu toye awa kati na province ya Haut-Ouélé na ville ya Isiro délégation munene ya ministère intérieur totindami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi nakanisi boyebi ke mboka na biso ezali ko traverser crise sécuritaire munene banguna bazali ko envier mboka na biso bazoko attaquer biso malheureusement pe bazali ko utiliser bana na biso bandeko na biso misusu o bazali na kiburi bazolanda bango na buzoba wana batia insécurité na kati ya mboka yango. Sur le plan sécuritaire il faut totikala vigilant yango toye na nouveau système, nouvelle gouvernance sécuritaire na biso poto bakisa niveau ya sécurité ya ba entité na biso. Toye lisusu na activité ya lutte contre la criminalité oyo topengi opération Ndobo. Tozali pe lisusu na initiative mususu o tokodiscuter kati na ba réunion tokosala principalement na comité provincial la sécurité o tokosala na gouverneur na kanisi na butu ya lelo pe na ba audience on a repesa na ba institution provinciale pe na ba force vive toye na makambo etali gestion ya ba population étrangère o bazali na transhumance o tobengi bamboo o bazo sala impact négatif na kati ya territoire na biso depuis lancement ya ba population migratoire o tobengi bamboo to komi na niveau moko ya inquiétude par rapport à la présence de la population na bamboka na biso na ba village na biso. Non seulement comment le nombre est belé, bazo tambola na désordre, pe baza na kati na bango na ba arme à feu ezali ko inquiéter population na biso. Awa na kobandana nous ko interpeller principalement ba responsable ya ba administration na biso na niveau local ezala ba oyo bazali chargé ya migration ya ba frontière police DGM na ANER. Il faut bozala vigilant, il faut bozala na esprit républicain mosala na mino ya liboso ezali ko protéger intérêt ya mboka, intérêt ya ba population na biso, intérêt ya ba famille na biso. Tokokuta na kati ya ba audience oyo to programmer nde tokosolola malamu nazali awa mpona koyoka bino na makambo nyonso bozana yango. Encore une fois merci pour l'accueil.
Vous venez de suivre là le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, s'exprimant en lingala devant la population de Haut-Ouélé et il parlait de la nouvelle gouvernance sécuritaire et de développement des provinces. Autre chose, le ministre des Mines, Louis Watoum, de son côté, a été à la tête d'une forte délégation composée du conseiller du chef de l'État au Collège Mines et des autorités provinciales du Lualaba, une délégation qui s'est rendue le mardi 18 novembre 2025 sur le site minier de Moulando à Kolwezi, une visite qui intervient après le drame du 15 novembre 2025. Suivez. À la tête d'une importante délégation composée du conseil du chef de l'État au collège mines, des autorités provinciales du Lualaba, des responsables des structures sous tutelle et de plusieurs collaborateurs, le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, s'est rendu ce mardi 18 novembre 2025 sur le site minier de Moulondo, situé à plus de 50 km de la ville de Kolwezi. Une visite de terrain intervenue après le drame du samedi 15 novembre 2025 qui a fait plusieurs morts et quelques blessés. À son arrivée, le patron des mines a été accueilli par une foule nombreuse d'exploitants artisanaux communément appelés creuseurs. Louis Watoum Kabamba a commencé sa mission par une inspection minutieuse du site afin de s'imprégner personnellement de la situation. Après avoir reçu toutes les explications, le ministre s'est adressé aux exploitants artisanaux. Il a d'abord présenté au nom du gouvernement les condoléances officielles aux familles éplorées avant de rappeler les instructions fermes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de près l'évolution du dossier. Avec le chef de l'État qui m'a donné des instructions précises en venant ici pour dire qu'il suit cette situation de près. Il veut un rapport clair que ceci ne se reproduise plus. Louis Watoum Kabamba a réaffirmé la détermination du gouvernement à mieux encadrer l'exploitation minière artisanale. Il a annoncé que plus de 64 zones d'exploitation artisanale viables sont déjà identifiées avec des arrêtés signés afin de permettre aux creuseurs de travailler dans des conditions sécurisées et organisées. La première des choses, nous devons leur donner des sites d'exploitation artisanale viables. La deuxième chose, leur donner des conditions de travail moins pénibles. Ils doivent gagner leur vie honnêtement, selon la loi, et personne ne doit venir les harceler ici, en dehors des services habilités. Il a également rappelé que si l'État a sa part de responsabilités, les exploitants ont aussi la leur. Une bonne organisation reste indispensable pour prévenir de tels drames. Dans l'attente des conclusions de l'enquête en cours, les activités pourront se poursuivre sur le site, a précisé le ministre. Quant aux responsabilités liées à l'incident, Louis Watoum Kabamba a été catégorique. Toute personne impliquée devra répondre de ses actes une fois le rapport final établi. C'est dans une ambiance empreinte de patriotisme que le ministre des Mines et toute sa délégation ont quitté le site de Moulondo après un échange direct et franc avec les exploitants artisanaux. Et puisque nous parlons des mines, nous allons rester sur ce chapitre, mais cette fois-ci, ici à Lubumbashi, lutte contre la présence des enfants dans les sites miniers de l'espace Grand Katanga. La question taraude l'esprit ou les esprits des membres de l'Organisation internationale de travail, OIT en sigle, qui ont organisé par ricochet un atelier de restitution d'études du protocole de suivi et rémédiation du travail des enfants dans les mines, présentant ainsi les statistiques et les vraies pistes de solutions quant à ce. C'était en présence de plusieurs partenaires d'appui et c'était le mardi 18 novembre 2025. Étaient présents Yvon Timbalanga et Platini Kadzeta. Restitution du rapport d'études sur le protocole de suivi et rémédiation du travail des enfants dans les mines au Lualaba et dans le Haut-Katanga. Voilà le mobile de cet atelier de travail de Titan organisé ce mardi 18 novembre 2025 au complexe Emani Plaza sous l'égide de l'Organisation internationale du travail OIT en sigle, en présence de plusieurs partenaires et cadres de la société civile. Les assises démarrent par la circonscription du cadre et le mot d'accueil prononcé par Robert Aron Chibanga, chef de division de la prévoyance sociale.
les problèmes qui nous réunissent ce matin nous concernent nous tous ici, non seulement en tant que membres du comité des défense du travail des enfants, mais aussi en tant que citoyens de ces pays, parce que le problème du travail des enfants est une question qui concerne tout citoyen normal et qui habite dans cette communauté où plusieurs enfants sont exposés à des travaux. Nous vous remercions parce que nous vous avons invité à cette manifestation. Pour nous, vous êtes des techniciens du domaine et vous menez beaucoup d'activités et que le protocole de CCRT qu'on va nous présenter ici nous concerne tous. Je sollicite votre attention particulière à tout ce qui se passera ici et nous attendons de votre part des apports consistants afin que ce que nous commençons ici soit notre affaire à nous tous et non l'affaire du comité et encore des partenaires. Ainsi dit, je vous souhaite une bonne participation à cet atelier et que l'esprit du Très-Haut vous guide dans tout ce qui se fera ici et je dis et je dis. Après cet instant, sous la modération de Jean-Marie Vianney, officier de projet de l'OIT, il était question de passer à l'essentiel consacré à la présentation des statistiques récoltées au Lualaba et dans le Haut-Katanga. Dans sa présentation, Félix Baengenga, consultant à l'Organisation internationale du travail, a indiqué que le présent protocole a été mis en œuvre afin d'appuyer les efforts du gouvernement congolais à réaliser ses promesses à travers sa commission interministérielle chargée de suivi de travail des enfants dans les mines artisanales Systema et en sa qualité des pays pionniers de l'Alliance 8.7. Il ressort après des études approfondies menées que 6241 cas d'enfants travaillent dans les mines répertoriés par l'outil central SSRTE et 31 427 cas obtenus par 13 organisations en dehors du SSRTE. Lorsque nous avons réalisé la capture, on avait 6241 enfants dans le SSRTE. Et vous vous rendez compte qu'ici, quand on considère, j'ai mis SSRTE comme acteur zéro, parce que c'est lui avec qui on compare, et j'ai considéré les 13 autres acteurs qui sont là, avec le nombre d'enfants. Parmi ces informations, il y a des informations certifiées et peut-être d'autres non certifiées. Mais au moins, on a pratiquement 31 427 enfants qui seraient identifiés par 13 organisations en dehors du SSRTE, qui est censé être l'outil central, qui a identifié 6241 enfants. Cet atelier a permis aux participants de repenser la prise en charge des enfants évoluant dans les mines avec formulation de plusieurs propositions et orientations, notamment le référencement comportant des facteurs clés, l'incubation et le suivi post-incubation pour assurer une véritable lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. Une plateforme virtuelle sera mise sur pied pour que tout soit remis dans l'ordre et permettre aux partenaires de fournir des données fiables et centralisées. Les travaux en commission ont ponctué ces assises avec pour objectif apporter des idées innovantes et enrichir le protocole de suivi et remédiation du travail des enfants dans les mines. Voilà, ce reportage de Yvon Chimbalanga nous permet de parler sport à présent, mesdames et messieurs. Ça sera juste après cette transition. Le football club féminin Mazembe a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par l'AS Phare du Maroc le mardi 18 novembre 2025 à la séance fatidique de tir au but avec 4 tirs contre 2 en faveur des Marocaines après un score de 0 but partout après la séance de prolongation. C'est un commentaire signé ici Grégoire Kazuiba. La demi-finale de la Ligue des Champions féminines s'est disputée le mardi 18 novembre 2025 entre le football club féminin Mazembe et l'AS Phare du Maroc, dont la victoire avait choisi le camp du Maroc, qui s'est qualifié en finale à la séance des tirs au but dans un match de représailles entre Marocaines et Congolaises, car les deux équipes s'étaient croisées en finale de cette même compétition l'année passée. Ainsi, les deux équipes avaient manifesté le désir
de jouer une fois de plus la finale. Mais en première période, plusieurs ratés du côté marocain, d'une part, et de l'autre part du côté congolais. Les multiples occasions du but concédées par les deux équipes n'avaient pas été concrétisées par ces dernières. En première période, d'où le score des 0 buts partout avait renvoyé les deux équipes au vestiaire. Arrivé en seconde période, Mazembe appuie sur son accélérateur dans l'objectif de marquer, mais sans succès. Et l'AS FAR du Maroc réplique par différents assauts qui ont été inopérants. Ainsi, la seconde partie était aussi caractérisée par le même score, soit nul vierge, des 0 buts partout, d'où la séance des tirs au but s'invite pour les deux équipes, au cours de laquelle l'AS FAR du Maroc marque 4 tirs contre 2. À cet effet, l'AS FAR jouera sa deuxième finale consécutive et défiera l'équipe féminine de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. D'où, du côté Mazembe, pour sauver sa saison, l'équipe disputera la 3e place face à l'équipe du FC Massar. Et voilà qui nous permet de traverser de l'autre côté de nos frontières nationales. La page en international est dominée par l'Eswatini qui a reçu 5,1 millions de dollars américains pour accueillir les expulsés des USA. Ensuite, nous serons en Tanzanie où le financement international menacé par les violences électorales. Je vous prie ici de suivre le condensé avec le roi Mwamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par cette actualité. Au Nigeria, 25 lycéennes ont été enlevées lundi dernier dans le nord-ouest du pays, près des 72 heures après l'incident. Les familles des victimes expriment leur inquiétude dans un contexte sécuritaire de plus préoccupant, marqué par les mouvements terroristes en activité dans la région. Des hommes armés ont attaqué un lycée avant l'aube, enlevant 25 écolières et tuant au moins un membre du personnel, l'une des élèves ayant échappé à ce ravisseur. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'enlèvement des jeunes filles de l'internat de l'État de Kebbi et leurs motivations ne sont pas claires. Et en Tanzanie, la présidente de la Tanzanie a déclaré mardi que son gouvernement pourrait perdre l'accès au financement international en raison des violences électorales. Les élections du 29 octobre ont été marquées par 3 jours de manifestations au cours desquelles l'opposition affirme que plus de 2000 personnes ont trouvé la mort. Des centaines de personnes ont été arrêtées et accusées de trahison. Samia Suluhu Hassan a été déclaré vainqueur avec plus de 87% de voix. Les concurrents de 2 principaux partis d'opposition n'ayant pas été autorisés à se présenter. Et terminons cette ronde internationale par cette actualité. L'Eswatini a reçu 5,1 millions de dollars du gouvernement américain dans le cadre d'un accord visant à accepter des ressortissants de pays tiers expulsés par l'administration Trump. Le ministre des Finances du pays a confirmé que l'Eswatini fait partie de plusieurs pays africains qui ont accepté cet accord qui s'inscrit dans le cadre de la politique de répression de l'immigration illégale menée par le président Donald Trump. Parmi les autres pays concernés figurent le Soudan du Sud, le Ghana et le Rwanda. Les détails de ces accords n'ont pas été divulgués et le gouvernement d'Eswatini fait l'objet d'une action en justice intentée par des avocats spécialisés dans le droit de l'homme qui affirment que cet accord secret est inconstitutionnel. Et c'est même par ici que nous mettons terme à la page en international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Voilà, puis l'invité du journal avant de nous séparer d'avec vous en prélude de l'ouverture de la table ronde des jeunes Congolais sur l'entrepreneuriat dont la dite cérémonie prendra quelques jours, soit du 18 au 20 novembre 2025. C'est un événement qui a connu la participation du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui a ouvert ses assises, lui qui a encouragé les jeunes Congolais à avoir l'esprit créatif
dans le domaine d'entrepreneuriat. Simon Kalinga est un jeune entrepreneur. Il loue cette initiative et il est donc l'invité de ce journal. Je vous prie de suivre l'entretien qu'il a eu avec Bovin Kazadi. Bonjour, Monsieur Simon Kalinga. Bonjour. Monsieur Simon Kalinga, il y a eu à l'ouverture de la table ronde des jeunes Congolais sur l'entrepreneuriat, organisée déjà là à Kinshasa, où le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a pris part. Alors, quant à vous, vous êtes président, vous êtes l'un des représentants de jeunes de la République démocratique du Congo et par rapport avec l'entrepreneuriat. Est-ce que nous pouvons savoir à quelle est la place de l'entrepreneuriat dans la vie de jeunes Congolais? Voilà, d'emblée, nous disons merci pour cette initiative. Vous savez, l'entrepreneuriat reste un secteur qu'il faudrait vraiment activer pour que l'on puisse parler du développement. Aujourd'hui, si le chef de l'État s'en est pris la question pour que lui-même puisse coordonner cette table ronde, en tout cas, nous voyons déjà une volonté manifeste et nous pensons qu'il y aura quand même assez d'évolution par rapport à ça. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un pays où les activités se réalisent, les lois se votent, les décrets se signent, mais les concrets restent jusque-là un peu invisibles. Alors si nous pouvons aussi, par l'entremise de votre canal, faire entendre la voix de la jeunesse à ce qui concerne les résolutions. Nous aimerions que les résolutions soient effectives. Il ne faudrait pas que ce soit des lettres mortes comme nous sommes en train de le voir. Nous signalons qu'il n'est pas à sa première organisation. Il y en a eu, je crois, les années passées. Et les jeunes étaient toujours à leur triste sort. Alors, parce que nous sommes en train d'y faire et on doit mettre beaucoup de confiance. Donc, je pense que cette fois-ci, il peut y avoir quand même du concret, c'est-à-dire une amélioration en lieu et place de lettres mortes, de lois mortes, mais les décrets morts aussi. Nous pensons que cette fois-ci, il y aura quand même des avancées aux jeunes. Monsieur Simon Kalinga, les jeunes Congolais sont conscients du défi qui les attend dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Vous allez voir que les jeunes se sont précipités pour participer à ces assises. Je crois que s'intéresse sur la question, la jeunesse s'intéresse sur la question. Et sans l'accompagnement, je ne pense pas qu'on aura à avoir des bons résultats. Mais je crois, avec les chefs de l'État, les ministres sectoriels, c'est-à-dire celui de la jeunesse, de l'emploi, prévoyance sociale, l'entrepreneuriat, quand ils travaillent en consortium pour le bénéfice de la jeunesse, on aura quand même des bons résultats. Alors, quel regard avez-vous des jeunes entrepreneurs ici en République démocratique du Congo? Oui, bon, vous le savez que c'est pas facile d'être jeune entrepreneur au pays, hein, surtout que il n'y a pas de financement, il n'y a pas l'exonération. Et quand les jeunes se battent, vous sentez que c'est avec leur double énergie. Pourtant, il devrait y avoir un soulagement. Il suffit d'organiser une petite activité. Vous avez un tas de taxes qui ne dit pas son mot. Tout ça, ça décourage. Pourtant, il y a des jeunes qui ont des ambitions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement dire que les jeunes sont désœuvrés, ainsi de suite. Nous devons aussi regarder comment est-ce que nous les employons. Il faudrait motiver les petits talents que les jeunes regorgent, parce que nous n'avons pas des jeunes tête vide. Les jeunes que nous avons, ce sont des jeunes qui peuvent innover. Mais aussi les encadrer. Souvent, ces secteurs-là continuent à peiner sur l'encadrement de la jeunesse. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Simon Kalinga, je rappelle que vous êtes président provincial du Forum national de la jeunesse du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio-Télévision. C'est nous qui vous remercions. Et ça sera également la fin complète de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain avec le même réel plaisir à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.